Je vous laisse la parole. Merci Madame la Présidente. Vous l'avez évoqué, c'est la troisième année consécutive que je fais ce rapport et c'est vraiment toujours un plaisir en tant qu'universitaire de constater que, je dirais, ce gouvernement traite bien. Alors il y aura toujours des progrès à faire, mais traite bien la recherche et qu'il a bien compris les enjeux de cette recherche en termes de développement économique, puisque nous sommes dans la commission du développement économique. Il y a presque une vingtaine d'années, l'anthropologue Bruno Latour a publié un ouvrage de référence sur le métier de chercheur, réaffirmant la place éminente, centrale du scientifique dans la société, illustrant par des anecdotes parfois amusantes le poids de la bureaucratie dans la journée type d'un chercheur de laboratoire. Indéniablement, le monde de la recherche offre à voir plusieurs facettes. L'actualité se fait parfois l'écho d'une réussite brillante obtenue par notre pays au travers de prix Nobel ou de récompenses dans les classements internationaux. En matière spatiale, les performances réalisées par l'Europe sous l'impulsion de la France, vous en avez parlé tout à l'heure, sont remarquables. Savez-vous par exemple que le nombre d'utilisateurs du système de géolocalisation que nous avons tous maintenant dans nos smartphones européen qui s'appelle Galileo vient de dépasser le milliard de personnes et qu'au moment où je vous parle, votre propre smartphone est probablement connecté sur Galileo, bien que vous soyez statique, mais lorsque vous sortirez de cette salle. Au-delà de ces succès de grande ampleur, il y a également un travail discret de dizaines de milliers de personnels scientifiques qui s'appliquent à utiliser au mieux les outils qu'on leur donne pour faire progresser leur domaine de connaissances. Sur ce point, ne nous cachons pas, les moyens matériels et humains ne sont pas toujours à la hauteur, c'est ce que je disais tout à l'heure, des attentes et certains organismes de recherche en sont aujourd'hui à recruter des personnels permanents ayant cumulé 2 voire 3 contrats de recherche postdoctoraux, c'est ce qu'on a découvert lors de nos auditions. De mon temps, je dirais, on était recruté après un postdoc, comme on dit, et maintenant c'est 2 ou 3, ce qui fait que ça fait une moyenne de recrutement aux alentours de 35 ans, ce qui est extrêmement tard pour un jeune chercheur. Face à la situation parfois délicate que rencontraient certains organismes, il y a encore quelques années, l'État se devait de réagir et c'est ce qu'il a fait depuis 2 ans. Les crédits de paiement de la mission Recherche et Enseignement supérieur sont portés à 28,68 milliards d'euros dans le projet de loi de finances pour 2020, ce qui représente une hausse de plus de 500 millions d'euros pour 2019. Et comme vous l'avez souligné à juste titre, Madame la Présidente, la hausse cumulée des crédits de la mission est supérieure à 1,7 milliard d'euros sur les exercices 2018-2020, ce qui représente une progression de près de 6,5% en 3 ans. Comme l'an dernier, je tiens donc à saluer l'effort de gouvernement pour que le budget de l'État affecté à la recherche n'ait pas eu à souffrir des impératifs de maîtrise des dépenses publiques. Dans cet ensemble, la recherche spatiale reste le premier secteur bénéficiaire de cette dynamique. Au travers des crédits alloués au CNES, principal opérateur du programme 193, la France accroît de nouveau sa contribution à l'Agence spatiale européenne de plus de 200 millions d'euros et devrait avoir intégralement remboursé sa dette vis-à-vis de l'Agence à la fin de l'année prochaine. Pour répondre à la seconde question que vous avez posée, Madame la Présidente, sur la capacité de l'Europe à tenir son rang, comme on dit, la compétition mondiale, le poids de la France au niveau européen devrait lui permettre d'accélérer la mise en œuvre de projets cruciaux tels que la fusée Ariane 6 ou le moteur partiellement réutilisable Prometheus. Le CNES, que j'ai auditionné dans le cadre du présent avis, m'a confirmé que le premier vol d'Ariane 6 restait programmé pour le second semestre 2020 et que les premiers essais à feu de Prometheus pourrait avoir lieu à la même période. J'ai également noté avec satisfaction que l'organisme avait parfaitement saisi les enjeux de la nouvelle économie de l'espace, en anglais New Space. Le CNES n'hésite plus aujourd'hui à engager des projets de coopération avec des acteurs non traditionnels. C'est le cas par exemple du partenariat conclu cette année avec la start-up française Kineis dans le domaine de l'Internet des objets connectés. Je reste donc très confiant sur la capacité de l'Europe à retrouver assez rapidement une position éminente sur le marché mondial. S'agissant du programme 172, qui regroupe la plupart des grands organismes de recherche nationaux, la stabilité des crédits de paiement, 6,94 milliards d'euros, s'explique principalement par l'achèvement du rattrapage des capacités d'intervention de l'Agence nationale de la recherche opérée en 2018 et 2019,
Hors ANR, les crédits du programme continuent d'augmenter de 121,50 millions d'euros. En dépit de cette progression, une incertitude demeure quant aux dotations qui seront effectivement allouées aux organismes en cours de gestion. Selon les éléments qui m'ont été communiqués en audition, un taux de mise en réserve de 4% au lieu de 3 pourrait être appliqué au crédit des programmes 172, ce qui est un peu inquiétant, hors titre 2. Ce mécanisme réduirait sensiblement la marge de manœuvre dont dispose le ministère pour couvrir les besoins ponctuels des organismes en cours d'exercice. J'appelle dès lors le gouvernement à ne pas recourir à un tel coup de rabot qui serait de nature à pénaliser notamment les activités nucléaires du CEA et des grands pans du plan santé de l'INSERM. Enfin, comme l'an dernier, mon rapport s'est intéressé au mécanisme de valorisation de la recherche publique mis en place dans le cadre du projet d'investissement d'avenir, autrement appelé PIA. Cette année, j'ai plus spécialement examiné les sociétés d'accélération du transfert de technologie, les fameuses SAT, S-A-T. On a quelquefois du mal avec les acronymes. En dépit des critiques auxquelles elles ont dû faire face, ces structures apparaissent comme les mieux positionnées, c'est l'avis de tout le monde, dans les écosystèmes locaux pour permettre la mise en relation des universités et des acteurs privés. Le dispositif monte aujourd'hui en puissance. En 2 ans, de 2016 à 2018, les 13 SAT ont accompli presque autant qu'en cours de leurs premières années d'existence. Elles ont aujourd'hui à leur actif la création de 278 start-up et le dépôt de 2352 brevets. À mon sens, il existe encore 2 principaux obstacles à leur pleine affirmation au sein de la recherche publique. Le premier point de blocage réside dans l'objectif de rentabilité qui leur a été assigné à moyen terme et qui, de l'avis général, génère de nombreux effets pervers. Le second point de blocage tient à leur positionnement vis-à-vis des établissements et des organismes publics lorsque les SAT sont chargés partiellement ou intégralement de valoriser les résultats issus de travaux de recherche effectués en commun. Le dispositif de gestion de l'innovation en copropriété, comme on pourrait dire, tel qu'il a été présenté au cours des auditions, est de toute évidence extrêmement complexe. À cet égard, je salue les perspectives de simplification qui ont été offertes notamment par la loi Pacte concernant les procédures de désignation, souvent très lourdes, malheureusement, dues de ce qu'on appelle le mandataire unique. J'achèverai mon intervention en évoquant les perspectives d'avenir à plus long terme de la recherche française, ce qui me donne ainsi l'occasion de répondre à Madame la Présidente à votre première question. Comme vous l'avez indiqué, le Premier ministre a engagé une large concertation articulée notamment autour de 3 groupes de travail afin de préparer une loi de programmation pluriannuelle de la recherche. Et c'est peu dire que cette loi est très attendue par l'ensemble des organismes de recherche et je pense et des universités et plus largement de l'ensemble de tout ce qui compte pour la recherche en France. Ces 3 groupes de travail auxquels ont participé 3 de nos collègues, M. Villani, M. Bertha et M. Choua, ont fondé leur réflexion sur le constat que le rattrapage budgétaire opéré depuis 2 ans par le gouvernement ne saurait en lui-même être suffisant. Il convient d'insuffler une nouvelle dynamique si l'on veut que notre pays mette son effort de recherche au même niveau que nos partenaires allemands, c'est-à-dire au niveau de 3%. C'est précisément l'objectif recherché par les 3 groupes de travail au travers de conclusions audacieuses qu'ils ont rendues au Premier ministre le 23 septembre dernier. Le premier groupe de travail consacré aux appels à projets compétitifs met l'accent sur le rôle central que devrait jouer dans ce domaine l'ANR. Celle-ci serait dotée de moyens supplémentaires suffisamment importants pour que le taux de succès des projets déposés en France soit aligné sur le standard européen et pour que les financements alloués garantissent au travers du fameux préciput dont il a été abondamment question, et ça me donne l'occasion de saluer notre collègue Amélie de Montchalin qui en faisait une histoire personnelle et très judicieusement d'ailleurs, rehausser ces préciputs à 30%, voire 40%, contre aujourd'hui seulement 11%, une réelle prise en charge des coûts indirects supportés aujourd'hui par les établissements hébergeurs. Le deuxième groupe de travail centré sur les questions de ressources humaines propose d'améliorer l'attractivité des entités publiques de recherche en offrant aux jeunes chercheurs des voies de recrutement diversifiées et des rémunérations plus élevées que ce qu'ils peuvent avoir aujourd'hui en France. Nous en l'évoquions tout
tout à l'heure avec une collègue, où certains organismes de recherche et universités cherchent évidemment à attirer les meilleurs chercheurs, et on sait bien que les grilles salariales, notamment de la fonction publique, sont un petit peu limitées de ce point de vue-là. Le troisième groupe de travail dont les travaux ont porté sur l'innovation nécessite sur la nécessité de renforcer les moyens alloués aux diverses structures de recherche partenariales et surtout de faciliter la mutualisation des activités de valorisation sur un même au travers de valorisation au travers d'un label unique, le pôle universitaire d'innovation, sans préjuger à ce stade des arbitrages qui seront effectués par le Premier ministre. J'estime que les réflexions menées sont stimulantes et que les recommandations formulées, notamment celles relatives à l'ANR, sont de nature à donner à la recherche française une place encore plus importante que celle qu'elle a, et en tout cas qu'elle mérite dans notre économie. Et toutes les auditions que nous avons vues avec la grande qualité des directeurs des organismes de recherche, je dois vraiment le souligner, et des présidents d'université, est vraiment une richesse exceptionnelle pour la France. Je crois que la représentation nationale peut s'enorgueillir effectivement d'avoir aujourd'hui à la tête de sa recherche des gens d'une très très grande qualité qui ont le sens de l'intérêt public et vraiment chevillés au corps, et surtout d'ailleurs quand on sait quelles sont souvent les rémunérations qui leur sont accolées. Merci.